Bienvenue dans Manager l'Odyssée, votre rendez-vous hebdomadaire sur Be Smart for Change, un tête-à-tête de 28 minutes en immersion dans le quotidien d'un manager. Devenir un bon manager ne s'improvise pas. Aujourd'hui, je reçois Christina Lunghi, juriste, experte internationale auprès de la Commission européenne et des Nations unies sur les questions d'égalité, docteur en droit européen, mais surtout fondatrice d'Arborus, une ONG pionnière qui milite depuis 30 ans pour l'égalité femmes-hommes et plus largement l'égalité des chances en entreprise, créatrice du label Égalité et du premier label européen sur la diversité. Mon invité a conseillé des ministres, bâti des référentiels et accompagné des dizaines d'organisations dans la transformation de leurs pratiques managériales. Comment modéliser le changement au cœur des entreprises? Comment porter cette cause au quotidien? Christina Lunghi nous raconte. Bonjour Christina. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir répondu présente. Merci à vous. Pour commencer, Christina, vous êtes donc juriste de formation, docteur en droit européen. À quel moment vous avez décidé de consacrer votre expertise à l'égalité professionnelle? Alors c'est toute la question que j'appelle, que je résume en un mot, c'est le déclic. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Je pense qu'il faut avoir le déclic pour entrer dans des matières aussi philosophiques finalement et visionnaires que celles d'un monde d'égalité. Moi, j'avais un parcours de juriste normal. J'étais spécialisée en droit des assurances, j'écrivais au juriste classeur, enfin tout allait bien. Et puis un jour, j'étais à la Commission européenne et j'ai vu un poster dans un bureau avec le palmarès des pays européens à l'époque, je vous parle des années 90 à peu près, 92, 93. Et il y avait un palmarès des pays européens en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Moi, je me suis dit, la France, ça doit être le numéro 1 quand même. Oui. Et on était avant-dernier, avant les Grecs. Et là, j'ai eu le fameux déclic. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais je ne comprends pas, moi j'ai fait des études, j'étais vraiment bien classée partout, je suis première un peu de la classe, je suis première dans ma famille, l'aînée, j'ai jamais eu de problème de nature inégalitaire, on va dire. Et en réfléchissant bien à tout ça, en recommençant à regarder un petit peu les statistiques, en approfondissant le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai sujet, mais que le sujet était systémique et que donc il fallait vraiment agir. Et alors, il y a ce déclic. Oui. Et c'est quoi l'étape d'après? Mais l'étape d'après, c'est d'en parler avec des amis qui me disent, bah oui, effectivement, tu as raison, tu pourrais créer une association pour démarrer, pour réunir des gens et commencer une réflexion. Donc j'ai créé Arborus le 5 juillet 1995, nous fêtons nos 30 ans cette année, et c'est à partir de cette création de cette association que j'ai commencé véritablement à me poser la question. Puis, une fois que j'ai commencé à trouver des solutions, à me dire je vais les mettre en œuvre, et sur le terrain, j'ai commencé à développer une expertise qui m'a amené à créer un nouveau métier qui est celui de consultante, d'experte en égalité professionnelle. Et puis c'est ajouté la diversité ou les diversités. Et aujourd'hui, on parle d'inclusion. Vous parlez de modélisation du changement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Modéliser le changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un besoin, et alors aujourd'hui, plus que jamais, avec les déclarations fracassantes qu'on entend tous les matins venant des États-Unis, et puis le populisme qui se développe, de toute façon, on est dans une vraie crise de la démocratie. Et donc ce changement qui est nécessaire, et qui était déjà nécessaire il y a 30 ans, donc on n'est pas du tout en train de découvrir quelque chose aujourd'hui, c'est la continuité d'un mouvement qui nous amène face à l'obsolescence des systèmes d'organisation. Et donc ces systèmes d'organisation doivent systématiquement être modifiés, mais quitte à les modifier, autant les modifier sur des bases de l'égalité entre les deux pôles de l'humanité, puisque nous sommes des humains faits de femmes et d'hommes. Et donc la première brique de l'édifice, me semble-t-il, est celle
de cette égalité entre les femmes et les hommes. Vous le disiez, vous avez créé Arborus dans les années 90, Ouais. bien avant que l'égalité devienne une orientation politique ou RH. À l'époque, comment votre engagement était-il perçu? Ah, très mal, Mmh. très très mal. Déjà du côté de ma famille, bon, j'avais quand même un doctorat de droit, j'écrivais la chronique Europe du juriste classeur, enfin j'avais un petit nom, j'étais très jeune et j'avais déjà une petite notoriété dans le domaine. Ils ont pensé que j'étais vraiment une folle, et ils me l'ont dit d'ailleurs, hein. Et donc j'ai eu deux activités, une activité bénévole dans un premier temps avec Arborus, et puis je faisais du conseil à côté. Et puis petit à petit, à force de travailler sur ce sujet-là, et puis parce que le sujet a véritablement émergé dans les années 2000, Oui. là j'ai commencé à en faire mon métier, Mmh. et j'ai pu développer une vraie activité. Je pense que j'ai été certainement la première et peut-être la seule pendant des années à ne vivre que de ça, en faire véritablement un métier. Mmh. Aujourd'hui, il y a plein de consultantes et de consultants sur ces sujets, heureusement. Et qu'est-ce qui fait que, avant les années 2000, malgré ces résistances, vous continuez, vous persévérez? Où est-ce que vous trouvez la force? La force et la foi, je dirais, j'étais tellement convaincue Mmh. que c'était le bon chemin et que c'était le chemin de l'avenir, que j'avais pas de doute. Donc pour moi, c'était une évidence qu'il fallait aller dans ce sens-là. Et puis quand vous rencontrez des gens, la première manifestation que j'ai faite, je l'ai faite à l'Assemblée nationale pour le lancement d'Arborus, avec des femmes ministres et des femmes présidentes d'entreprises de 6 pays européens différents. Mmh. Et quand vous entendez des femmes qui étaient plutôt jeunes, vous racontez leur parcours et puis comment ça évolue et comment la loi dans les pays évolue, vous vous dites, mais il y a un truc là, c'est ça l'avenir. Et je reste convaincue aujourd'hui que c'est ça l'avenir. Vous êtes à l'origine du label Égalité en 2004, créé en 2004. Tout à fait. Aujourd'hui encore, beaucoup d'entreprises peinent à traduire leurs engagements en actions concrètes. Pourquoi? Ah, très bonne question, très compliquée. Donc il y a plein de raisons qui expliquent ça. Il y a une raison qui est celle de la... et je pense que c'est vraiment la problématique de notre société, c'est qu'on n'a pas la culture de l'égalité. Donc c'est Donc, d'abord une question de culture plus que de cadre législatif ou de absolument. volonté. Le problème, il est vraiment culturel et systémique. À partir du moment où on vit dans un système où il est normal que finalement les métiers soit il y ait des métiers d'hommes, les métiers de femmes, qu'il y ait des valeurs dites féminines, des valeurs dites masculines, que les femmes s'occupent plus des enfants, c'est normal, plutôt que les hommes, etc. Cette spécialisation des rôles sociaux, ce poids de la tradition, quelque part, est telle que c'est difficile de revenir sur tout ça. Donc il faut une sacrée dose de vision et d'envie pour qu'il y ait un changement. La loi, elle est plus ou moins coercitive, elle est plus ou moins bien comprise, d'où l'idée de faire des labels. Et là, quand vous offrez une méthodologie avec une récompense derrière, c'est-à-dire que vous avez des auditeurs qui viennent regarder si le travail est bien réalisé, si vous pouvez progresser aussi dans votre démarche, mais vous avez cette récompense d'être valorisé, là vous allez au-delà de la loi. Et ma grande fierté, c'est d'entraîner beaucoup d'entreprises dans cette démarche volontaire, qui est beaucoup plus positive à mon avis que celle de la stricte approche législative, et de les entraîner vers une progression continue de leur politique d'égalité et d'inclusion. Vous avez aussi participé à la création du premier label européen et même international sur la diversité. Pourquoi était-ce important d'inscrire cette démarche à l'échelle transnationale? Alors ça a été, comme toujours, hein, des rencontres, des moments un petit peu clés comme ça dans la vie. Le commissaire européen Vladimir Spidla, qui était en charge du dialogue social, du droit du travail en Europe, m'avait dit, quand il avait appris que j'avais fait le label pour la France, m'avait dit, vous devriez en faire un pour l'Europe. Donc, et évidemment, concomitamment à cela, des grandes entreprises comme L'Oréal ou Orange m'avaient dit, bah, écoute, on a besoin d'un outil de pilotage, pardon, on a besoin d'un outil de pilotage au niveau international. Et donc j'ai créé d'abord effectivement à l'échelle européenne, on l'a lancé à Bruxelles au Conseil économique et social européen, et très très vite le label est devenu international à la demande d'entreprises qui me disaient mais on a besoin pour les États-Unis, pour le Canada, pour l'Australie, d'avoir un référentiel qui soit aussi international. Donc on l'a ouvert à l'international, on l'a ouvert à la diversité.
Et puis aujourd'hui, on l'a ouvert à l'intelligence artificielle. Mmh. On peut le dire, vous êtes une femme de process, vous donnez, une forme concrète, aux valeurs, d'égalité en C'est vrai. entreprise. Quel est le rôle du manager dans leur mise en œuvre? Essentiel. Le rôle du manager est essentiel parce que c'est lui qui est la courroie de transmission entre une volonté politique qui part du haut et la base. Donc c'est le manager qui va organiser le travail, qui va organiser les process justement et qui va leur donner de la vie. Donc je dis toujours, c'est un peu comme les enfants. Il faut répéter, répéter, répéter inlassablement. Et un jour, ben, on a le déclic, on a le réflexe et on le fait automatiquement. Et ça, c'est le rôle du manager. Donc le rôle du manager est essentiel. Et justement, vous travaillez avec donc avec des dirigeants, des RH, des managers. Comment est-ce que, vous les aidez à passer, du diagnostic à l'action? Ça passe par, quel levier concrètement? Ça passe par plein de leviers différents. Le premier levier, je pense, c'est une volonté chez eux d'organiser les choses, d'avoir un outil de pilotage, de pouvoir, un outil de confiance pour pouvoir évaluer, organiser et progresser. Donc là, ils cherchent. Et ensuite, on se rencontre. En général, ça se passe comme ça. Et là, on partage des valeurs. C'est-à-dire, on va travailler sur c'est quoi le monde qu'on veut demain, c'est comment on veut donner un input positif à l'entreprise, comment on veut travailler avec les équipes, comment on veut justement manager de façon équitable et avec des vraies valeurs de projets de société. Et je pense que ça les fait basculer véritablement dans une envie de travailler qui va au-delà d'un simple outil de management. Changer les choses, ça demande parfois de heurter, les habitudes ou les zones de confort. Comment est-ce qu'on embarque une organisation sans la braquer? Alors on les embarque sur les valeurs justement. Il faut avoir une approche extrêmement positive. C'est sûr que si vous êtes dans la contrainte, et c'est le problème de la loi, et je suis juriste et je le dis avec tout l'amour que j'ai pour le cadre légal qui est très important, mais si vous n'avez que dans la peur du gendarme, vous n'avancez pas. C'est très rare les gens qui avancent juste parce qu'il y a une sanction. Par contre, si vous les embarquez en leur disant « ça va être génial », on va faire un truc formidable, on va changer le monde ensemble, on va bouger les organisations, on va rendre les gens plus enthousiastes, on va travailler ensemble. Finalement. Je ne sais pas si c'est une approche la mienne en tous les cas. Et franchement, c'est tellement enthousiasmant. Et quand vous discutez avec les équipes, avec les D&I, avec toutes les personnes qui travaillent sur ces projets-là, partout dans le monde, ils ont tous la banane, ils sont tous heureux de travailler sur ces sujets. Ils sont vraiment fiers et ils voient le résultat. On le voit très vite, le résultat. Et vous, la résistance au changement, vous la vivez comment au quotidien? Ça vous épuise ou ça vous stimule? Ah, moi, je sais pourquoi je me lève le matin. Non, non, ça me donne de l'énergie. Si j'avais pas ça, je ne sais pas ce que je ferais. Très franchement, c'est merveilleux de pouvoir contribuer avec les autres. Donc, c'est vraiment très, très, très collaboratif à un vrai projet, un projet positif. Un projet qui va être pour les générations comme vous, comme celles de mes enfants, les générations à venir, mais aussi pour la planète. Parce que nous lions l'objectif 5 des Nations Unies, qui est l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes, avec tous les autres objectifs du développement durable, donc l'eau pure, l'air pur, la lutte contre la pauvreté, mais aussi la paix. Donc on a un objectif global aussi immense, c'est que l'égalité est le fondement même d'un monde de paix. Et vous, dans votre propre façon de manager, est-ce qu'il y a des valeurs qui vous guident particulièrement? Oui, alors il y a les valeurs tout court, c'est-à-dire il y a des valeurs, des vraies valeurs qui sont de l'éthique, voilà. Et puis il y a le courage. Je pense qu'il faut être courageux dans la vie, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire j'ai pas envie de travailler avec cette personne-là, je vais constituer une équipe positive, etc. Je pense que ça c'est vraiment important, d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de son truc, mais le courage aussi de renoncer et de dire bah, ça c'est pas possible maintenant, ou c'est pas une bonne idée finalement. Donc ça c'est vraiment le courage, je pense que c'est important. Et puis la collaboration, travailler vraiment dans l'écoute tout le temps avec les autres, et se nourrir les uns les autres et de réfléchir ensemble et de prendre des décisions ensemble. Je pense que c'est vraiment important. Et comment est-ce que vous faites pour rester aligné même avec votre combat? Parce qu'il y a une forme d'exemplarité qui est attendue de vous quelque part, au regard de ce que vous portez comme cause au quotidien. C'est vrai. Comment est-ce que vous faites pour avoir l'assurance de rester parfaitement aligné toutes ces années? Non, je veux dire, est-ce que vous avez déjà des mentors, des personnes qui
sur qui vous reposez? Si oui, qui? Alors, oui, d'abord, moi, j'ai ma propre ligne de conduite et j'essaye vraiment quand vous parlez d'exemplarité, j'ai été décorée de l'Ordre du Mérite, j'ai été Oui, décorée de l'Ordre de la Légion d'honneur. de pression quand même. Je trouve que le fait de représenter cela, ça nous oblige, ça nous Oui. oblige, vraiment. Bon, j'ai des enfants, ça oblige. Bon, voilà, donc je pense qu'on est obligé, après je porte une cause, je pense que ça oblige aussi de respecter un minimum le cadre qu'on s'est fixé. Ça, je pense que c'est indispensable. Et après, vous avez raison, il y a tout votre environnement qui va faire que j'ai effectivement, alors c'est pas des mentors, c'est des amis, mais sur qui je peux vraiment compter. Et quand j'ai des doutes, je me dis là, il y a un problème, je ne sais pas comment le résoudre. Est-ce que j'étais à la hauteur de la situation? Comment je dois répondre? Là, je peux les appeler et ils me disent écoute, voilà, tu fais comme ça. Ils me connaissent bien, ils savent comment me conseiller utilement. Et ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. J'ai beaucoup de chance. Et est-ce qu'il y a des figures qui vous ont inspiré ou vous inspirent aujourd'hui, qui, même dans la cause, hein, qui vous permettent aussi d'avancer? Ah, moi, il y a une figure, et j'ai vu qu'il y avait une série qui sortait sur George Sand. Oui. Moi, j'adore cette femme. Mm, Je la trouve extraordinaire. mm, mm. Après, il y a des tas de gens du quotidien. Et moi, j'aime bien parler d'être féministe au quotidien, d'être engagée au quotidien. Je pense que c'est le quotidien qui fait la différence. C'est quoi être féministe au quotidien? Ben, c'est que tous les jours, on fait quelque chose pour essayer que le monde soit mieux et que l'égalité soit respectée. Mm. Alors, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, ne pas se laisser dire certaines choses ou ne pas soi-même dire certaines Oui, choses. Voilà, on avait fait il faut une être année. exigeant avec soi-même aussi, quoi. Mais oui, et puis on avait fait une année, je me rappelle, un travail sur le féminisme au quotidien, et on se disait, on se retrouvait une fois par mois, tout en groupe, et on se disait, est-ce que j'ai été une bonne ou une féministe ce mois-ci? Et c'était Ouais. vraiment intéressant, parce qu'on décortiquait nos Mm, comportements, et c'est très éducatif de faire ça, mm, parce qu'on se rend compte que c'est difficile. mm. Euh, vous vous sentez investi d'une responsabilité de transmission à l'égard des jeunes femmes, des juristes, des managers de demain? Oui, je ne le sens pas comme ça ex abrupto, mais je me sens investie quand et ça arrive très 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 souvent, quand on me demande des conseils. Euh, alors par exemple, là j'ai une auditrice que je suis en train de former, donc Oui. elle m'envoie tout son travail pour que je me sens très responsable de cela, et je le fais complètement bénévolement à un moment donné, parce que c'est important de transmettre. Et donc moi aussi j'aime bien transmettre des messages positifs. J'ai des jeunes femmes par exemple que je connais quand elles ont leur premier bébé ou le deuxième, mais après le deuxième elles savent, je leur dis profites-en. Je te le dis en tant que féministe, c'est trop bête de sacrifier ça. Et donc, je les aide à passer le cap de cette culpabilité finalement que les jeunes femmes ont encore aujourd'hui, très fort, quand elles sont enceintes et que elles n'osent pas s'occuper Comme s'il y avait suffisamment un choix d'elles-mêmes. cornélien à faire. Ouais, ça reste encore un vrai sujet, Mm, ça. mm. Ouais. Beaucoup de femmes doutent encore de leur légitimité à prendre des postes à responsabilité. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous les formez ou que vous les accompagnez? Moi, je leur dis de rester elles-mêmes, surtout, et je ne souhaite pas qu'elles tombent dans les travers il faut se mettre dans le moule du système. Moi, je suis anti-système, quelque part, hein, puisque je lutte depuis toutes ces années pour essayer de rééquilibrer les choses. Donc, je pense qu'il faut rester comme on est. On nous a inculqué des soft skills, comme on dit de façon pudique, une typologie de comportement. Allons-y. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra arriver à changer le monde. Parce que c'est pas en adoptant les comportements masculins, surtout aujourd'hui, qu'on va y arriver. Donc il faut vraiment insister, rester soi-même et faire bouger les lignes en restant soi-même. Euh, Vous êtes convaincu que l'inclusion ne se décrète pas, elle se construit. Tout à fait. Par quoi un manager ou une entreprise, puisque les managers sont ceux qui nous regardent, doit-il commencer pour agir concrètement? Sur l'inclusion, Mm. je pense qu'il faut avoir cette prise de conscience que c'est pas que c'est pas juste pour faire du KPI ou que c'est pas juste parce que la direction l'a demandé. Il faut être convaincu que l'inclusion c'est vraiment bien. Et pour ça, Oui, c'est pas une posture. c'est vraiment une posture, mais intérieure, de valeur. Donc il faut être convaincu de cela, et à partir de là, on a tous les outils.
Et d'ailleurs, quand on travaille sur le label GIS ou avec Arborus, on a toute la panoplie, donc on ne peut pas passer à côté. Mais je pense que c'est ce fameux déclic que chacun d'entre nous doit avoir. Et de se dire, personne ne doit rester sur le bord du chemin, personne. Après, les gens incompétents, on a tout à fait le droit de ne pas travailler avec eux. C'est complètement différent. Mais quelqu'un, parce qu'il est d'une certaine couleur de peau, ou d'un genre, ou d'un âge, ou d'une condition physique ou de santé différente de soi-même, ne doit pas être laissé sur le bord du chemin. Et je le disais en introduction, vous êtes pionnière sur le sujet depuis, donc ça fait 30 ans. 30 ans maintenant. Oui, 30 ans. Qu'est-ce que vous retenez? Vous êtes plutôt optimiste? Oui, moi je reste complètement optimiste. Je pense qu'on traverse des crises, que les crises sont positives, parce que c'est pendant les crises que l'on va trouver les moyens de les dépasser. Quand il y a eu le Covid, tout le monde était avachi dans son canapé, complètement désespéré. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, on va continuer les réunions. On n'a jamais été aussi soudés que pendant le Covid. Et on a créé la première charte internationale pour une IA inclusive, où nous avons plus de 150 signataires, et on a été déclaré par le gouvernement français livrable au moment du sommet de l'IA de Paris, au mois de février. Et on a rajouté une pierre à notre édifice GIS de notre label, en rajoutant l'intelligence artificielle inclusive. Donc, il faut, là, Trump nous met à mal, c'est maintenant qu'il faut démontrer... C'est d'opportunité, en fait. Oui, c'est maintenant qu'il faut qu'on démontre qu'il a tort et que nous, on a raison. Donc, c'est une source de progrès pour moi. Ça devrait consolider nos bases, qui sont déjà, je pense, juridiquement, en tous les cas, assez solides. Quel est le prochain chantier qui vous mobilise? Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment? Alors, on travaille sur une application qui s'appelle Respect Me, qu'on va lancer au mois de novembre, qui est sur le respect, donc toujours dans notre lignée positive. On n'est pas là pour accuser ni pour juger, mais quand on vous parle mal ou quand on vous fait une réflexion qui vous dérange, alors que ce soit au travail, à l'école, à la maison, etc., c'est la façon de riposter pour remettre l'autre à sa place gentiment, poliment, mais pour lui montrer qu'il y a des limites à ne pas dépasser, que ce soit sur le sexisme, l'homophobie, les comportements déplacés, etc. Donc on est très vigilant. Mais comment est-ce que ça va fonctionner exactement? C'est déjà, vous pouvez le télécharger déjà ça s'appelle Respect Me, vous pouvez le tester, vous pouvez rajouter des répliques. Donc l'idée, c'est de créer une culture commune de la réplique. C'est que les utilisateurs nourrissent l'application avec des situations concrètes. Exactement. Et donc l'idée, c'est de nourrir... Et c'est que dans le monde de l'entreprise? Non, vous avez plein de petits visuels, donc vous pouvez aller des petites rubriques. Vous avez l'entreprise, vous avez la maison, vous avez les copains, vous avez la rue. Donc il y a plein d'univers qui sont proposés, et selon les univers et les âges des personnes qui vont l'utiliser, c'est des répliques. Moi, on m'a dit ça, voilà comment j'ai répliqué. Et ça peut être quoi dans le monde de l'entreprise, par exemple? Dans le monde de l'entreprise, ça peut être un manager qui dit oh là là, très sexy aujourd'hui, quel joli petit blouson, courage. Et bon, selon le ton et selon comment c'est dit, ça peut être... Le problème aussi, c'est que parfois, si c'est un supérieur hiérarchique ou si c'est un prof, imaginons que ce soit un prof qui fasse une réflexion déplacée, ou un manager qui est plus gradé que vous, comment vous faites? Et à ce moment-là, on a mis aussi des petites alertes avec des trucs rigolos, des sirènes de pompiers, des sifflets de police. Donc, il y a ce petit côté où dans le métro, vous voyez une scène un peu qui vous dérange. Vous pouvez faire un bruit pour que, par exemple, si vous voyez un type qui essaye de se faufiler, hop, vous faites une petite alerte, personne ne sait que ça vient de vous, mais ça met fin à la situation. Et ça évite peut-être de passer à une étape. Et qui est-ce qui pense les réponses? Vous le faites c'est nous tous, donc c'est vous, c'est moi, c'est les gens qui utilisent les applications. Donc aujourd'hui, c'est notre petit collectif qui a créé cette application, mais à l'avenir, après le lancement, on espère en avoir beaucoup. Des ripostes. Si vous deviez adresser un message à une manager compétente, expérimentée, mais peu reconnue, que lui diriez-vous? Vas-y, fonce. Et je suis là pour toi si tu veux.
Merci beaucoup. Merci Christina Merci beaucoup pour à vous. cet échange éclairant et pour votre engagement de longue date. Christina Longhi, présidente fondatrice d'Arborus. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manager l'Odyssée.